Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Haloud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour notre rendez-vous de ce vendredi, nous avons retenu plusieurs sujets, mais les échanges vont essentiellement porter sur trois. Le bilan de la bousculade meurtrière à la Mecque, la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord de paix et le blocage au niveau de la représentativité de certains mouvements et enfin l'évolution de la situation à Anefis. Les journalistes invités sont également au nombre de trois. Paul Ben, qui est le correspondant de plus d'un médium allemand, disons, ici au Mali. Amadou Diallo, journaliste à l'Essor, et Abdoul Niang, qui est journaliste à Radio Dambe. À la présentation, Seydou Fomba, auditeur, bienvenue. Premier sujet de ce forum, un sujet un peu plus triste, le drame survenu à Mina lors du pèlerinage. Côté malien, on avance des chiffres, mais ces chiffres diffèrent selon leurs sources. N'est-ce pas, Amadou Diallo de l'Essor? Merci, Seydou Fomba. Effectivement, mais moi je m'en tiens à la source officielle et qui a été diffusée par la voie la plus autorisée, à savoir celle du président de la République lors de son adresse. Il retient une 60aine de morts et une 30aine de blessés. Donc, moi je m'en tiens à ça. Mais c'est vrai que les autorités ont bien avisé que s'il y avait un changement par rapport au bilan, alors ils n'hésiteraient pas à le faire savoir au public. Tout à fait. Alors à présent, nous allons nous tourner du côté d'Abdou Niang de Radio Dambe. Monsieur Niang, vous aussi, vous avez remarqué que les chiffres avancés diffèrent. Oui, effectivement, mon confrère de l'Essor vient de parler de bilan officiel. Est-ce qu'il y a un bilan officiel? Je ne pense pas, parce que le président de la République parle de 60 morts, et son ministre, M. Tchorno Diallo, parle de 50 dans différents journaux. Les agences de voyage parlent de plus de 80. Donc, que les agences de voyage avancent un bilan différent de celui des autorités, cela se comprend, mais que le ministre donne un bilan qui contredit les bilans donnés par le président de la République, c'est vraiment dommage parce que, à mon sens, la communication est verticale ascendante. Ça va du ministre au président de la République. Donc, certainement, ça ne va pas quelque part. Paul Ben? Oui, j'abonde dans le même sens que mon confrère Abdoul Niang parce que j'ai reçu quelques messages il y a 2 jours émanant de notre consulat à Jeddah, qui a donné un chiffre de 80 morts il y a plus de 4 jours de cela. J'ai compté 306 disparus. C'est sûr que ces chiffres proviennent du consulat. Bien sûr. Le Haut Conseil des Maliens qui se trouve là-bas a envoyé des messages. Et sur les réseaux sociaux, ils sont très présents ces derniers jours. Et avec l'accord des différentes familles qui ont des disparus, ils ont publié des photos pour que les visages soient reconnus. C'est eux qui ont avancé le chiffre de 80 morts il y a 4 jours, plus de 306 disparus. Et ils ont donné même tous les numéros des hôpitaux dans lesquels on pouvait joindre les gens pour essayer de savoir si on n'a pas de proches qui sont à l'hôpital. Donc vous voyez un peu, c'est un peu la cacophonie. Donc je suis d'accord avec ce que mon confrère Abdoul dit. On avait appris dans un premier temps quand même qu'il y avait une collaboration entre les autorités et les agences de voyage. On a même quelque part lu que c'est le consulat et les Maliens de l'extérieur qui avaient mis des véhicules à leur disposition. En ce moment, il doit y avoir quand même une certaine harmonie par rapport. Oui. Non, il faut recadrer un peu les choses. C'est-à-dire que le ministre a fait une déclaration un peu plus tôt. Entre-temps, il peut y avoir évolution. C'est bien possible. Oui. Donc, dans ces cas, il n'y a pas cacophonie. S'il y a évolution, le ministre doit en informer le président de la République. Le ministre a fait la déclaration combien de jours avant le fameux discours du président de la République? Non, comprenez-vous sur la question. Allez-y. Attendez, ça dit que c'était un bilan provisoire. Après, le ministre n'a pas encore parlé. Donc, s'il avance un bilan provisoire, entre-temps, il y a eu évolution. Donc,
dans la nouvelle déclaration, forcément va prendre en compte ce qui n'avait pas été dit dans la première déclaration. Donc, ça dit qu'il y a un recoupement d'informations. C'est comme ça, hein, dans la logique, il y a un recoupement d'informations qui commence au plus bas niveau. Maintenant, arrivé au sommet, ça trouve qu'on a tous les éléments d'appréciation. C'est en ce moment on peut avancer une situation exacte. Et peut-être que ce que les uns et les autres doivent peut-être comprendre, c'est que un État n'est pas comme un individu. L'État ne peut pas se permettre de faire certaines déclarations et avec avec légèreté. Ça, l'État est obligé de se munir de toutes les garanties, en tout cas pour avancer des chiffres. Le président, il a dit une 60aine de morts. Ça veut dire que la situation est même évolutive. Il n'a pas été précis, hein? Il a dit une 60aine. Le président doit être précis. Non. Dans cette situation, il y a des blessés. Il y a des blessés. Il y a des blessés qui sont admis à l'hôpital, dans les hôpitaux. Mieux, il y a des disparus. Donc, tant que la situation, d'abord même les Saoudiens, là où l'événement a eu lieu, n'ont pas toute la situation en main. Monsieur Diallo, je crois que le président, dans la déclaration officielle, l'État s'est donné les moyens, en tout cas, de donner une première partie de l'information. Ça permet aux gens d'avoir une certaine assurance. Pour savoir, et puis, c'est dire que c'est suivi. Donc, moi, je crois que ça, c'est important. Mais s'accrocher, ça dit qu'il faut que les gens... On est en train de parler de la vie des hommes. Hein. Tout à fait. Oui. Ça, c'est très, très important. Mais moi, vraiment, je n'ai pas l'impression... Oui, vous aurez la parole, Paul Ben, vous aurez la parole. Mais je pense quelque part que quel que soit le chiffre avancé, quand même, c'est un bilan provisoire. Bon, pas pour le moment, c'est-à-dire que provisoire, pas pour le moment provisoire, mais évolutif. Voilà, la situation est évolutive. Ça veut dire que, pour l'instant, la situation officielle est ça. Mais il y a de fortes chances, soit ça évolue, soit ça reste à l'état, ou peut-être que... Il y a même des cas où ça peut être, oui, cela peut bien arriver. Mais à partir du moment où l'événement a eu lieu dans un pays qui est à des milliers de kilomètres de Bamako, le pays même qui n'a pas pu établir toute la situation jusqu'à présent, parce que quand on parle des disparus, c'est des gens, soit ils sont morts, soit ils ont perdu le fil de leur pays, parce que les gens sont regroupés par pays. Bon, ceux qui ne sont jamais arrivés à la Mecque, forcément, quand des situations comme ça se produisent, ils vont se perdre. Et quand ils se perdent, le temps de se retrouver, ça peut prendre du temps. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on essaie d'être vraiment, en tout cas de mon côté, je pense qu'on parle de la vie des hommes. Et ça, c'est très, très important. Abdoul Niang, oui, justement, mon confrère vient de dire que la situation est évolutive, mais que ce n'est pas provisoire. Quelle est la différence entre une situation qui est évolutive et provisoire? C'est provisoire parce que la situation est évolutive. Ce qu'il vient de dire, s'il faut admettre ça, il y a vraiment de quoi se poser la question sur la qualité de la communication du gouvernement avec son public. Deuxièmement, c'est que là où je vais en venir, il vient de dire que la situation, on ne peut pas établir. Les agences de voyage sont accréditées auprès des autorités saoudiennes et reconnues par le gouvernement du Mali. Chaque agence sait le nombre de pèlerins qu'il a amenés à la Mecque. Donc, s'il y a de telles situations arrivent, chaque agence sait combien de pèlerins manquent à l'appel à mon niveau. On sait, il y a certainement des corps qu'on ne peut pas retrouver, mais on doit connaître le nombre de victimes retrouvées et le nombre de pèlerins disparus. Donc, tel nombre de morts et tel nombre portés disparus. C'est une affaire qui ne doit pas dépasser normalement 48 heures. Je vais donner Diallo qui veut réagir juste en 2 mots. Je vais donner juste un exemple. Le président, il s'est adressé à la nation le mardi, dans la nuit du mardi au mercredi. Hier, moi, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit que son parent était parmi les blessés, mais qui a fini par succomber hier. Le bilan a été donné déjà. Mais pourtant, c'est une situation à laquelle on doit tenir compte. Tout le monde accepte que c'est évolutif, ça peut changer d'un jour à l'autre. Paul Ben. Oui, c'est une fois. Vous savez, on ne lève pas un ministre, à ce que je sache, le ministre Thierno Diallo doit être là-bas. On ne lève pas un ministre à des coûts de millions pour qu'il aille en villégiature à la Mecque. Chaque jour,
qu'il y a un blessé qui succombe aux blessures, chaque jour qu'il y a quelqu'un qui le trouve, il faut qu'il remonte l'information. Jeddah, Bamako, ce n'est pas... c'est pas on peut téléphoner, on peut communiquer, on doit communiquer. Moi, ça sent de la rétention de l'information, je le dis aujourd'hui, mais il faut que les autorités fassent très très attention. Paul Ben, vous estimez que même s'il faut le faire quotidiennement, il faut... Ça c'est obligatoire, il faut le faire quotidiennement. Alors on a ces moyens-là, ça ne coûte pas cher pour un État. Comme il l'a dit, c'est les vies de personnes qui sont là. Chaque jour, il y a des gens qui envoient sur les réseaux sociaux, vous voyez, chaque jour, il y a de nouvelles images pour demander si vous avez vu mon père, ma mère, ma tante, ma soeur. Mais ces gens-là, ils n'ont pas plus de moyens que l'État malien qui a dépêché sur place un ministre. On a un consul sur place. Il y a les délégués des agences de voyage qui sont sur place. Il y a certains qui sont décédés, mais il y a certains qui sont sur place. L'information doit remonter quotidiennement. Même s'il faut faire un petit logo sous le logo de l'URTM, pour nous dire que chaque jour, il y a tel nombre de blessés. Chaque jour, on doit faire le point au journal télévisé. Chaque jour, on doit faire le point à la radio nationale. Chaque jour, on doit le faire. Alors, Amadou Diallo, acceptez certainement que peut-être communiquer même au quotidien, ça permet d'éviter les rumeurs qui peuvent venir d'un peu partout en pareille circonstance. Je crois que sur ce point, je crois qu'on fait l'unanimité. Ça dit que il est évident, c'est très normal, c'est bien qu'on communique. Mais je dis tout simplement, l'État, ce n'est pas un individu. Vous insistez sur les précautions. J'insiste, parce que quand l'État doit faire une déclaration, ça doit être sûr, vérifiable et quantifiable. Bon, ça dit qu'en France, je prends l'exemple, en France, à un moment, ils ont été obligés de circonscrire les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aussi, ça contribue à la désinformation. Tout comme ça peut informer. Tout comme ça peut informer. Ça peut désinformer aussi. Ça peut désinformer. Parce que le président du Haut Conseil des Maliens, quand le président du Haut Conseil des Maliens met une information sur un réseau social, ce n'est pas quand même le pousse-poussier ou bien le boutiquier qui l'a fait. Mon confrère de l'essor... Lui, le président du Haut Conseil, Monsieur Silla, Habib Silla, avec tout le respect que je lui dois, il ne doit pas se permettre. Ça, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas l'État, mais c'est mon avis personnel. Parce que quand on assume un certain niveau de responsabilité, on doit savoir poser des actes. Parce que, vous venez de dire, c'est le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui a un pouvoir d'autorité. Dans ces conditions, son information doit être dans l'information officielle. Où le Haut Conseil crée un site d'information. Là, ça devient officiel. En ce moment, on ne peut pas se permettre de n'importe quoi. Mais qu'ils se prennent le loisir de publier des informations. Ce n'est pas le loisir. Les deux structures peuvent quand même collaborer. Non, collaborer, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai vu. Ce qu'il vient de dire, je l'ai vu. Mais ça, c'est intuitif personnel. Et moi, je dis que ce n'est pas bon. Parce que ça peut peut-être contribuer à l'information. Mais si ça va contre l'information officielle. Vous voyez les dangers? L'information officielle, là, ça doit prendre combien? 72 heures, une semaine? Mon confrère de l'essor, je ne sais pas pour lui enseigner quoi que ce soit, un grand frère professionnellement et même du point de vue de l'âge, l'un des principes sacro-saints du journalisme, c'est l'objectivité et l'impartialité, le traitement de l'information en toute honnêteté. Si l'État avait une telle prudence, lors de la chute de la grue, l'État avait dit qu'il n'y avait pas de victimes maliennes. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Nous donner comme souci de prudence comme argument. L'indéfendable ne peut pas être défendu. Alors, Abdoul Niang qui interpelle donc Amadou Diallo, on lui donne la parole juste pour quelques dizaines de secondes. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, après la première pause, nous revenons à l'aspect que nous étions en train d'aborder avec les journalistes présents. C'est donc Abdoul Niang de Radio Damé qui interpellait en fait son collègue Amadou Diallo de l'essor. Donc, comme promis, nous allons permettre à Amadou Diallo de réagir. Non, j'ai dit, je vais dire tout simplement au cadet que j'ai le souci de l'objectivité. C'est parce que j'ai le souci de l'objectivité
que je prends des précautions. Parce que l'information, lâcher l'information, c'est une chose, mais l'effet produit par l'information en est une autre. Donc, avant de lâcher, il faut s'assurer qu'on dit ce qu'on dit est vrai et vérifiable. Voilà. Alors, je suis convaincu quand même que ce débat va se poursuivre hors micro, raison pour laquelle nous allons passer à l'autre question. Les disparus, il y en a beaucoup. Selon vous, est-ce qu'on peut nourrir l'espoir quant à leur sort? Je pose la question à Paul Ben. Les disparus, comme vous l'avez dit, le nom, le disparu, un disparu, on ne sait pas s'il vit, il ne vit pas. Parce que moi, j'ai la chance, on a tous la chance d'avoir des parents, des connaissances qui sont partis à la Mecque. Moi, il m'a été rapporté par mes parents qu'il y a des gens qui perdent le fil, comme Amadou Diallo l'a dit. Ils se retrouvent à errer n'importe où. S'ils tombent sur des personnes de bonne volonté, c'est eux qui les guident. Ils leur demandent d'où est-ce que vous venez. On en a vu d'ailleurs un cas hier sur les réseaux. Mais faudrait-il que, parce que vous savez, dans la bousculade, le seul truc, bien les seules choses qui prouvent que vous êtes du Mali, par exemple, c'est le bracelet que vous avez et le foulard que vous avez. Dans la bousculade, si tous ces objets sont perdus, parce que vous savez, il y a bien beaucoup de nos parents qui quittent les villages, qui n'ont jamais mis pied à Bamako, ils viennent tout juste pour quelques jours pour remplir les formalités, ils entrent dans l'avion pour regagner la Mecque, mais c'est très difficile, ils ne s'expriment ni en français, ni en anglais, ni en arabe. Donc, moi, c'est très difficile. Être perdu dans ce contexte, c'est très difficile. Mais j'ose espérer, je fais des bénédictions que ceux qui sont seulement perdus, parce que s'ils sont morts, bon, que leur âme repose en paix, mais s'ils sont perdus, qu'ils puissent quand même retrouver le fil des choses, qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse les identifier. Sinon, c'est difficile. Abdoul Niang, je le disais pas plus tard qu'hier, on annonçait sur les réseaux qu'une vieille dame, était retrouvée quelque part là-bas et la personne qui l'a hébergée informée. Voilà. Donc, est-ce que quand même on peut attendre à des situations de ces gens? Oui, moi-même, je demeure optimiste jusqu'à la preuve du contraire. Mais c'est emblématique de la négligence des autorités saoudiennes. Et ils ont ramassé, excusez-moi l'expression, les corps n'importe comment. Et selon nos informations, parce que j'ai un reporter qui est sur place, qui était allé pour son devoir. Il est toujours sur place. Certains corps ont même été inhumés à l'insu et de leur agence et de leurs parents, sans chercher à les identifier. Donc, ce qui fait que on a des difficultés à retrouver certains. On peut retrouver certains, mais on ne pourra jamais, il faut reconnaître, on ne pourra jamais retrouver d'autres. Amadou Diallo? Bien sûr, bon, naturellement, il faut être optimiste, mais retrouver tous ces disparus, ça va être un peu difficile. Parce que le pays, pour qui connaît ces pays-là, moi, j'ai eu la chance de faire des missions dans ce pays. Ça va être un peu compliqué de les retrouver. Ça va être très compliqué. Parce que là-bas, surtout je parle du Mali, les Noirs sont pratiquement ignorés, quoi. Bon, donc des vieilles personnes qui se perdent comme ça dans la nature, qui ne parlent ni français, ni arabe, ni français, même anglais. Surtout parce que le français là-bas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc anglais et arabe, ça va être très très compliqué. Très très compliqué. On espère on prie Dieu pour que Dieu les guide sur le droit chemin afin qu'ils soient retrouvés par des bonnes volontés. Les responsabilités maintenant de ce drame, on va en parler. Alors, ces responsabilités, à ce que je sache, restent à établir. L'Arabie Saoudite accuse, mais le Royaume est lui-même accusé par certains pays, notamment l'Iran, Paul Ben. Ça a fait les choux gras de la presse française ces derniers temps, qui faisait un peu le rapprochement entre le vieux conflit qui existe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais moi, je crois qu'on doit aller au-delà de cela. L'Arabie Saoudite est fautive. Il y a beaucoup d'informations
qui ne sont pas confirmés. Oui, Je mais le dis. écoutez, l'Arabie Saoudite, quand même, a parlé comment il faut appeler ça, de l'indiscipline. Voilà, L'Arabie Saoudite a parlé de l'indiscipline. C'est l'indiscipline de l'Arabie Saoudite de parler de l'indiscipline des Africains. Les Saoudiens sont plus indisciplinés que les Africains. Ce n'est pas la première fois que les Africains aillent à la Mecque. Et je vous dis, hein, moi j'ai eu mon papa et ma maman qui ont fait le pèlerinage 2 fois. Les souffrances, les maltraitances qu'ils ont eues. Après le drame le dernier drame, je réfléchis à 2 reprises, même si j'ai les moyens, je ne les enverrai plus à la Mecque. Et vous savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Mais, comme on dit chez nous ici, Allah tient demain. Le jour de la lapidation, le fils du roi était présent à Mina. On a bouclé une des sorties. Ça a été révélé. Les caméras, on sait que les caméras sont contrôlées par le ministère chargé du Hajj. Peut-être que la vérité éclatera, mais ce jour, le fils du roi était à Mina. On a bouclé une sortie. C'est ce qui a provoqué la bousculade. À mettre certainement aux conditions de je vous dis que cette information circule. Mais puisque nous n'avons pas le pouvoir de prouver cela, je crois que les superpuissances... Je vous dis, hein, si un Américain était mort dans cette bousculade, ou un Français, la vérité allait éclater. Si aujourd'hui, on accuse les Africains, mais c'est ignoble. Oui, mais pas seulement les Africains. Non, mais c'est ignoble. C'est ignoble, c'est ce que le roi a dit. Et pas plus tard qu'hier, le roi a félicité son frère, qui est chargé d'organiser le Hajj. Il lui a félicité pour la bonne organisation du Hajj. Mais quel... Alors, Abdoul Niang. Oui. Bon, moi je pense que l'Arabie Saoudite cherche à faire les blackouts sur ces sujets. Ils ont d'abord fixé comme condition aux pèlerins maliens, selon nos sources sur place, pour que les Maliens puissent accéder à leur corps pour les inhumer. Il faut que les Maliens acceptent de reconnaître que les pèlerins ont été indisciplinés. Donc la délégation malienne a dit niet à cela. Pour des questions de vérité et d'honneur, parce que nulle part il n'a été question d'indiscipline. Parler d'indiscipline, c'est ajouter l'injure à l'insulte. Ils doivent quand même avoir un minimum de respect à l'endroit des depuis, parce que nous appartenons tous à la Oumma islamique. Donc la responsabilité est unique, c'est la négligence et l'incompétence des autorités saoudiennes. Je peux même dire le peu de soucis pour les droits et la vie des hommes qui a conduit à cette catastrophe. Et votre avis, Amadou Diallo? Mon avis, c'est... En tout cas, les pays organisateurs, sans d'autres formes de procès, est responsable. Ça ne devait pas arriver. Si ça arrive, par exemple, certainement qu'il y a eu défaillance quelque part. Il faut s'assumer. Il n'y a pas à jeter l'huile sur le feu en disant que les pèlerins ont été indisciplinés. Parce que quand même, j'ai dit que le jeune frère a parfaitement raison. C'est franchement du mépris. Hein? Des gens sont déjà éprouvés. Au lieu de les consoler, on vient leur dire que non, vous avez été indisciplinés. Pendant que les informations ont carrément... Parce que comme c'est des pays pétrodollars, ils savent verrouiller l'information. Sinon, l'image du prince a circulé. Moi-même, j'ai vu sur Facebook le cortège du souverain, du prince, à cause duquel une porte a été fermée. Donc, un groupe venant a croisé un autre partant. Donc, franchement, qu'ils aient un peu de respect pour les victimes. Moi, je ne parle pas d'Africains, mais pour les victimes. Et l'Iran a déjà commencé à donner de la voix, parce que l'Iran dit, si l'Arabie Saoudite, l'Iran a perdu 200 et quelques. 200, je crois que c'est 234 ou 200 et quelques. Et l'Iran a dit, si l'Arabie Saoudite ne les restitue pas leur corps, ils vont montrer leurs muscles. Voilà. Je veux tout juste ajouter 10 secondes. Hein. Je veux dire que c'est vrai, l'Arabie Saoudite est fautive. Mais vous savez, nos agences de voyage ici, mais c'est des... Comment on appelle? C'est des suceurs de sang.
Quand vous allez dans une agence de voyage ici, ils vous offrent des fleurs ici à l'agence à Bamako, mais quand vous entrez dans un avion, mais c'est fini. On vous maltraite à la Mecque là-bas, mais c'est des gens qui vivent sur des morts ici. Donc il faut aussi qu'on établisse ces responsabilités. D'accord. Cela a compris, le sujet suscite pas mal d'interrogations. Ça va être comme ça encore pour assez longtemps. À présent, nous allons aborder le second volet. Le second volet, c'est la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord de paix. Alors, ils se sont achevés ces travaux hier. Il a été question des rapports des sous-commissions, mais aussi du budget de fonctionnement de la structure. On parle encore des blocages et les points d'achoppement, c'est la représentativité de certains groupes. C'était prévisible, disons. Nous allons adresser la question en premier lieu à Amadou Diallo. Bon, moi, comme tout le monde, j'ai appris ça. Mais avant de rentrer dans la salle, je viens de lire un communiqué qui est publié dans Info Matin. J'ai pris note même. Dans le communiqué, c'est signé de la plateforme et de la CEMA, oui. Qui informe l'opinion nationale et internationale que leur demande de clarification concernant les acteurs non signataires de l'accord a été prise en compte par le comité de suivi et la médiation internationale. Donc, ça veut dire qu'apparemment, il n'y a plus de blocage. Mais sur ce point, j'ai dit qu'on sache raison garder. Ça dit que si ce n'est pas un problème d'ego, la CEMA utilise toujours la communauté. Mais si c'est au nom de la communauté, pourquoi refuser de faire de la place à ses frères qui viennent pour la même paix, le même objectif, le même but pour lequel on se bat? Moi, à mon avis, c'est plus une question d'ego qu'un problème de communauté qu'on gère. Voilà. Alors, la situation, on verra peut-être clair là-dedans dans ces 2 jours, puisque vous venez quand même de nous apprendre une nouvelle. Mais hormis cela, il y a aussi le fait que les structures concernées, les groupes armés concernés, dont la représentativité posait problème, ce même groupe tient une rencontre aujourd'hui. Donc, on verra ce que cela va donner, ce qui va nous permettre de voir clair. À présent, nous donnons la parole à Paul Ben. Oui, moi, vous savez, les réunions, les coups de coude, là, les coups de coude de Bamako, les réunions de Bamako, franchement, moi, je crois que ça se passe plus sur le terrain. J'ai assisté à une des rencontres d'Anefis. On dit Anefis 1, Anefis 2, maintenant c'est Anefis 3, peut-être qu'on en viendra. Moi, je crois que c'est sur le terrain que ça se passe. Les petits jeux de chaises musicales, de coups de coude, de coups de poing à Bamako, moi, je crois que ce n'est pas là l'objectif vraiment de... Ce n'est pas ici à Bamako que ça va se jouer. Ça va se jouer sur le terrain. Donc, on verra quoi. Studio Tamani, 18h45, la seconde pause. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous venons donc d'aborder le second volet de ce débat. Et ce second volet est consacré à la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord de paix. Les choses ne sont pas forcément simples. Alors, dites-là, les choses semblent quand même traîner. Je crois qu'il est difficile de nier. À qui la faute, Je pose la question à Abdoul Niang. À qui la faute? Je pense que c'est très simple. La faute incombe à la médiation internationale. Parce que depuis la feuille de route, il a été dit que la médiation et l'État doivent travailler à harmoniser les positions des groupes armés. Maintenant, on nous parle de groupes non signataires. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que selon les informations, la CEMA était composée de la CPA et de la CMFPRD qui sont aujourd'hui dans le campus 15 qu'on appelle mouvement non signataire. Ils étaient dans le processus jusqu'à la signature du 15 mai. Je ne sais pas ce qui signifie encore cette expression mouvement non signataire. Harmoniser les positions veut dire quoi? Tous ceux qui ne parleraient pas le même langage que ceux qui occupent ou bien ceux qui squattent aujourd'hui Kidal doivent être exclus du processus parce que tout va passer par le comité de suivi de l'accord.
Donc, il ne faut pas que les groupes armés parlent différents langages. Et il faut travailler à ce que ces groupes armés adoptent une même position. La position des mouvements qui occupent Kidal, qu'on appelle mouvement essentiel, les autres appelés les alliés de Bamako. Je ne sais pas encore ce que signifient ces expressions, qui ont un drapeau différent des couleurs nationales, qui ont même un hymne national, une armée à eux, et qui se réclament d'une autre république de l'Azawad. Je ne sais pas pourquoi amener des gens à parler, à adopter une même position face à cela et amener l'État à encourager une telle chose. Donc, exclure du jeu tout ce qui serait contre ces processus. Donc, je pense que la faute incombe entièrement à la médiation internationale et supposée aider le Mali. Amadou Diallo de l'Essor. Bien sûr, je m'inscris dans la même logique que lui, hein, parce que je me dis, cette situation est, depuis le départ, hein, depuis 2012, est une situation d'abord qui nous a été imposée, parce que c'est une situation qui est venue à l'improviste, qui s'est incrustée dans les choses. Maintenant, hier c'était des alliés, aujourd'hui parce qu'on parle de... Certainement, il y a partage des gâteaux. Sinon, si c'est pour se battre pour la communauté, est-ce qu'il y a raison à ces pourfendre? Moi, je crois que cette querelle de leadership ou d'ego là, doit renvoyer la communauté internationale supposée aider le Mali devant les responsabilités. Parce que le Mali a toujours dit, en tout cas la presse malienne a toujours dit, ces gens-là se battent pour leur ego et non au nom Et voilà, ils viennent de donner la preuve. Ils se battent pourquoi? Parce que les émoluments, les intéressements qui vont être glanés dans la gestion de post-conflit, c'est ça le côté le plus séculant. Et c'est pour ça qu'ils se battent. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient battus depuis le départ. C'est des gens... Moi, je connais certains d'entre eux. Celui qui a signé l'accord, je dis bien celui qui a signé l'accord au nom de la CEMA, on a voyagé avec lui. Moi, j'étais dans la délégation. On a fait la même mission pour aller à Niamey, au Niger, en 2012. C'était juste au début du conflit. Et c'est lui-même, moi, qui m'a informé au retour de Niamey à l'aéroport de Gao, que Aguelok est tombé. Ils étaient tous dans la délégation avec la première ministre à l'époque, Mariam Kaïdama Sissi. On était allés pour parler de la paix au Niger. Et ils étaient dans la logique de la paix. Mais ma surprise a été que, à la chute du régime, disons, à la chute de Gao, entre eux et conflit, je les ai vus tous à la télévision au Burkina. J'étais à côté de ma femme en train de regarder. J'ai dit, mais regarde, celui-là, j'étais avec lui, à Niamey. Le président ATT à l'époque les a demandé, les a associés à toutes ces démarches. Mais comment ils vont se retrouver de l'autre côté? Bon, voilà la réalité de la situation. En réalité, chaque fois que ces gens-là sentent un changement à la tête de l'État, ils se positionnent pour avoir de bonnes parts de la dividende. C'est ça ma logique et ma compréhension de la chose. Alors, nous abordons le troisième volet, Anefis. On en parle toujours. Il semble quand même que quelque chose commence à bouger. Est-ce à dire qu'on est en train de revenir à la raison, à de meilleurs sentiments pour Ben? J'ose espérer, j'ose espérer cela. Il y a eu la bataille d'Anefis. Il y a eu l'arrivée des casques bleus, un petit contingent. Dernier acte en date, c'est la réunion avec quelques ministres à Nefif. Bon, je crois que les lignes commencent à bouger. Les gens commencent à être fatigués, comme on dit chez nous dans le jargon des bergers. Les gens commencent à être fatigués. Mais je crois aussi qu'il y a une certaine compréhension de beaucoup de choses. Au début, comme Amadou l'a dit, vous savez,
qu'on ne se voile pas la face. Hein. C'est un partage de gâteau qui est là. Mais dites-moi, Bamako ne le fait pas là. Quand on met en place un gouvernement, c'est aussi ça, non? Donc ces gens aussi, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Mais je crois que on commence à avoir quelques éclaircies avec le changement actuellement. Vous savez, quand j'ai vu le communiqué conjoint CMA plateforme, j'ai dit, bon, écoutez, dernièrement, je connais un haut cadre ressortissant de Kidal qui a pris une initiative propre de rencontrer tous ces acteurs de la CMA à Kidal. Il est parti pour la fête, il en a profité pour rencontrer les cadres de la CMA, tout juste avant la réunion avec les ministres. Ils ont échangé, j'ai eu les échos des échanges, ils sont positifs. J'espère que cette fois-ci, on ne nous offrira pas ce qu'on a l'habitude de nous offrir, c'est-à-dire aujourd'hui on dit blanc, demain c'est noir. Mais il faut que, comme je l'ai toujours dit, hein, M. Fomba, vous m'avez toujours posé la question, j'ai toujours dit, il faut que le gouvernement du Mali prenne ses responsabilités. Nous sommes un pays, pas un village. Amadou Diallo, je vais rebondir par rapport à ça. C'est-à-dire que, d'abord, je vais préciser que je suis là à mon nom et non au nom de l'essor. Donc, ce que vous dites n'engage que votre personne. C'est ça n'engage pas l'essor. Vous avez toujours tenu à le dire. Oui. Voilà. Maintenant, je vais dire à mon frère Paul Ben, on est dans un pays fragile, fragilisé par nos comportements individuels. L'État, ce n'est pas, j'aime en dire aux gens, l'État, ce n'est pas un objet figé qui se promène dans la nature. Hein. L'État, c'est les individus, c'est nous. La façon dont nous, on veut que les choses se passent, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je dis, la première responsabilité, c'est d'abord, qu'est-ce que les citoyens veulent de leur pays, d'abord de leur famille, de leur quartier, de leur commune, de leur région, et jusqu'au niveau supra. C'est comme ça que les gens doivent réfléchir. Moi, je dis, le gouvernement. Mais nous-mêmes, de par nos comportements individuels de tous les jours, on fragilise le gouvernement. Parce que un gouvernement est fort quand il sait se reposer sur des citoyens forts, qui sont prêts à en découdre. En ce moment, celui qui parle en leur nom, mais tu parles parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont derrière, qui peuvent pousser. Mais quand tu penses que derrière, il y a des gens qui ont des positions souvent tendues, souvent mitigées, souvent froides, donc ça ne te permet pas de parler souvent ça dit que de la hauteur de ta voix. Et si le gouvernement s'en fout du peuple? Non, le gouvernement ne peut pas s'en foutre du peuple. Bien sûr. Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Je crois que vous allez vous comprendre. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, je défends mon pays. J'ai dit à mes frères et à mes sœurs qu'on donne les moyens au gouvernement de nous défendre. Et ce n'est pas autre chose, hein, c'est la détermination de chaque citoyen. Si on me demande de sortir demain pour aller manifester par rapport, comme l'a fait les Français, quand il y a eu Charlie Hebdo, mais tout le peuple français, de droite, de gauche, de centre, de tout, ils ont même refusé des gens. Se sont rejoints à François Hollande. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de parti majoritaire, il n'y avait pas de parti d'opposition. C'était la France qui était menacée. Moi, je dis aux Africains et aux Maliens en particulier, quand l'existence de l'État est menacée, on doit faire fi de nos positions politiques. Parce que si tu veux gouverner là, tu ne gouvernes pas les arbres, tu ne gouvernes pas. Gouverner, ce n'est pas les arbres, les pierres. Hein. C'est les hommes. C'est les hommes. Maintenant, il faut rassembler les hommes autour de l'essentiel. On parle de ce problème de rébellion au Mali. Mais en France, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a un problème comme ça. Les Corses, là. On ne verra jamais dans un média français faire la promotion de la revendication des Corses. Mais c'est une réalité. Et quand il y a eu l'assassinat du préfet de Corse, là, à l'époque, c'est Sarkozy qui était au pouvoir. Mais même les socialistes se sont joints à Sarkozy pour combattre l'adversaire. Ça renforce le pouvoir, ça renforce l'État. Qui qu'il soit au pouvoir, ça te renforce. Mais ici, on passe le temps. Ça, c'est l'occasion pour certains
de pourfendre parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Mais en gagnant, toi, tu gagnes aujourd'hui. En trompant les gens. Demain, tu viens au pouvoir. La même chose t'attend. Hein? Abdoul Niang de Radio Dambé. Effectivement, la situation des ANEFIS ne m'inspire pas confiance. Au contraire. 1. La MINUSMA est en forfaiture et le gouvernement est entré dans des compromissions désastreuses avec cette MINUSMA par crainte. Je vais m'expliquer. Il a été dit à la plateforme de se retirer immédiatement des ANEFIS par le président de la République et par la médiation internationale. Et le président l'avait dit, ceux qui ont indûment occupé ANEFIS. Le gouvernement était d'accord avec ça et la MINUSMA a assuré qu'elle allait assurer la protection des citoyens. La plateforme a plié bagage et on a laissé la CEMA revenir investir ANEFIS. Et la MINUSMA dit ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Le gouvernement sort un communiqué pour condamner l'invasion, je dis ainsi, de ANEFIS par la CEMA. On se moque de qui? Deuxièmement, mon confrère vient de parler de la détermination du peuple pour aider le gouvernement. Combien de fois le peuple s'est mobilisé pour sortir et dire niet à la communauté internationale et que ce soit le même gouvernement qui empêche? Depuis combien de mois? Donc, on ne peut pas nous parler et imputer la responsabilité au peuple. Le peuple a fait ce qu'il peut. L'effort de guerre, le peuple a mobilisé des milliards. Le peuple n'a jamais manqué. On les a détournés. Il vient de parler du problème corse en France. Mais qui ont aidé, entraîné, financé, déclenché la rébellion de Kidal? Et depuis combien de temps? Merci. Alors, c'est une question à laquelle nous, on n'a pas de réponse. Non, moi, je voulais dire tout juste à Amadou Diallo, je voulais dire tout juste à mon confrère Amadou Diallo, je voudrais dire à mon confrère Amadou Diallo pour terminer rapidement que le gouvernement, ce n'est pas les Maliens qui ne sont pas mobilisés, qui ne sont pas fiers, qui ne sont pas prêts à lutter pour le pays. C'est le pays qui n'est pas prêt à défendre ses Il faut faire suffisamment. Amadou Diallo. Ce que je vais dire, juste ce que je vais dire, pour terminer, la situation du pays nécessite une mobilisation générale continue. C'est le seul moyen de permettre à nos autorités de parler haut et fort en notre nom. Et je dis, et je prends l'exemple tout simplement sur ANEFIS, mais pour que ça change, quelle pression a été mise sur le président? On a été obligé, on l'a appelé, moi, il n'a pas dit, il n'a dit sur aucun média. Mais le fait de placer pour aller en Algérie, retourner au retour, descendre au Niger, tout ça c'était pour lui mettre la pression. Parce qu'il y a une pression à l'interne. Il s'est appuyé sur cette pression pour maintenir Il faut que la pression soit encore plus forte pour lui permettre de pouvoir bien négocier. C'était là le mot de la fin, c'est tout pour le Forum de la presse. Je rappelle que nous avons reçu 3 invités dans ce studio. Paul Ben, correspondant des médias allemands au Mali, Amadou Diallo, journaliste à l'essor, Abdoul Niang, Radio Dambé. L'émission a été réalisée par Ousmane Djadjet Touré. C'est tout, on se retrouve une prochaine fois. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.